Donc, pour démarrer, effectivement, je vous remercie de participer à ce webinaire. Je me présente, donc je suis Driss Aitmani, directeur stratégie et transformation digitale chez Corail Healthcare, donc la branche santé du groupe Peak Time. Donc, j'accompagne nos clients et nos prospects, parce qu'en fait, on n'attend pas d'avoir des clients pour pouvoir conseiller. Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à conseiller, à orienter les clients et les prospects avant même de s'engager sur des projets de e-santé. Donc, sur la déclinaison digitale et stratégique de leurs enjeux de métier. Et Denis Giraudon, ici présent, qui est notre expert UX, qui intervient aussi bien sur des sujets e-commerce que santé. Parce qu'on pense qu'au sein du groupe, il y a une vraie valeur ajoutée à s'inspirer de notre expérience retail pour apporter ce même niveau d'exigence et d'attente des utilisateurs, qu'ils soient professionnels de santé ou patients. Bonjour à vous. Denis, du coup, déjà, tu as presque tout dit. En fait, oui, effectivement, l'intérêt pour nous, c'est que je travaille l'UX d'une manière globale, quelle que soit la typologie de client. Aujourd'hui, j'ai pu travailler autant avec des gens qui font du service, comme la SNCF ou la l'AFP, que des gens qui travaillent le commerce ou la santé. L'intérêt pour nous, c'est vraiment d'avoir, on a un panel d'outils en UX qu'on va utiliser, qu'on va ajuster selon le contexte. Et l'intérêt, c'est de bien comprendre, d'avoir un maximum de clients différents, justement, pour pouvoir injecter, tester, voir des choses, comprendre ce qui se passe un peu autour de nous. Par exemple, l'e-commerce donne quand même pas mal le ton et a donné pas mal le ton dans les pays anglophones jusqu'à 2 ans. Et depuis 2 ans, l'UX sur le healthcare est un vrai sujet. On a pu assister à des grands meetings comme à Amsterdam qui étaient vraiment passionnants sur le sujet. Voilà. Donc, merci Denis. Quelques règles concernant ce webinaire. Alors, pendant tout le déroulé du webinaire, qui va à peu près durer 30-35 minutes, les personnes connectées ne pourront pas intervenir directement, si ce n'est à travers le chat, où on vous propose de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en tête pendant le déroulé de la présentation, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Eugénie, qui a organisé ce webinaire, se chargera de collecter toutes les questions et de les reposer à la fin du webinaire. Donc, en introduction, je vais vous donner une big picture de ce qui va être proposé pendant ces 30-35 minutes de webinaire. Donc, on va présenter le groupe Peak Time, puisque même si on a beaucoup de participants qui connaissent le groupe et qui travaillent déjà avec, c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Ensuite, on va parler spécifiquement du projet sur lequel on souhaite partager notre expérience, en l'occurrence avec le centre Oscar Lambré, qui est un des plus gros centres de cancéro en France. Et ensuite, on va dérouler un petit peu la méthodologie projet qu'on a appliquée dans ce contexte très particulier d'un établissement très sollicité avec des professionnels de santé très experts ayant très peu de temps finalement pour s'impliquer sur le projet. C'est pour ça qu'on a adapté finalement nos méthodes au contexte organisationnel. C'est ce qu'on expliquera de façon un peu plus précise sur le chapitre 4. Et ensuite, la partie opérationnelle, comment est-ce qu'on construit des interfaces digitales dans un contexte applicatif qui est souvent complexe et très interconnecté. Donc, en l'occurrence, le système d'information hospitalier. Donc, pour aller rapidement, le groupe Peak Time, c'est trois métiers. Donc, le métier du retail, la performance des plateformes retail. C'est le métier qu'on exerce depuis maintenant 18 ans. On a à peu près 80 clients et ça génère à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, la branche santé, donc à travers Corail, qui initialement a été développé sur la partie hébergement, avec l'agrément hébergeur de données de santé en 2013, puisque nous avions des clients qui étaient santé et qui souhaitaient s'inscrire dans cette démarche d'hébergement de données de santé. Et ensuite, progressivement, on a remonté la chaîne de valeur à travers le développement d'applications et la partie UX, la partie front.
et une partie entreprise où là, on va dire qu'on c'est pas du tout venant, mais tout ce qui n'est pas santé et retail, on adresse les entreprises sur l'aspect purement technologique. C'est-à-dire que là, on les accompagne sur de l'hébergement sécurisé, sur ce qu'on appelle du DevSecOps, donc les chaînes d'intégration continue, et l'externalisation. Le groupe Big Time, en quelques chiffres, c'est 300 collaborateurs, à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 60% de croissance depuis 5 ans, et cette année aussi. C'est un groupe 100% indépendant. Les deux fondateurs sont toujours là. Ils sont dans le nord de la France et ils suivent toujours de façon opérationnelle tous les sujets du groupe. Et 280, 300 clients actifs sur 3 secteurs métiers. En termes de référence santé, on touche à peu près tous les secteurs. Hein. Ça va de la pharmacie à la prise de rendez-vous en ligne. Doctolib est dessus, mais en fait, on les a connus, ils étaient 4. Maintenant, ils sont un peu plus nombreux. Et finalement, on continue à travailler avec eux de façon un peu plus éloignée, puisqu'ils ont choisi de s'internationaliser. Et là-dessus, ils sont partis sur des technologies un peu différentes. Sinon, côté système d'information de laboratoire, on travaille avec des grands noms comme DL Santé ou Siemens Healthcare. En télémédecine, il y a Mon Docteur, il y a Médecin Direct, il y a énormément de clients, de clients en télémédecine. C'est un secteur qui se développe bien en ce moment. On est content aussi d'héberger des applications comme SovLife, que vous connaissez. Et on travaille aussi sur le secteur des mutuelles autour de la mutualité française sur des démarches d'accompagnement stratégique, puisqu'en fait c'est un ensemble un peu complexe et on peut pas appréhender le digital sans se préoccuper des mouvements qu'il y a actuellement chez les mutuelles. À ce propos, on a produit un article il y a quelques semaines sur les enjeux autour des mutuelles. Je vous invite à le lire, il est disponible sur le site du groupe Peak Time. Et des clients comme M-Com Mutuel, où en fait on est parti sur une infrastructure qui était assez vieillissante, qui était un mélange d'applications entre les fondateurs historiques de M-Com Mutuel. Et pour le coup, on les a accompagnés sur le geste digital et en ne négligeant pas l'existant, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain ne pas se préoccuper de contrats d'assurance qui ont plus de 30 ans. Donc il y avait une démarche aussi bien je me projette sur le futur et je veux qu'il y ait un certain pourcentage de mon chiffre d'affaires qui soit sur le digital, tout en consolidant l'existant. Et ce qui est assez amusant, et ça c'est seul le digital le permet, c'est que la majorité des clients, par exemple de M-Com Mutuel, étaient situés entre Lille et Paris. Et lorsqu'on a ouvert le site de souscription en ligne, le premier client s'est connecté 3 minutes après l'ouverture du site et il était à Marseille. Donc, on a en France un potentiel énorme d'affaires à développer et à construire en prenant le digital dans le bon sens et en l'exerçant de façon hyper professionnelle comme on a su le faire pendant des années. Après, on héberge aussi beaucoup d'éditeurs, donc des éditeurs comme Arteris, comme Tris, comme Gerbet, donc plutôt dans tout ce qui est imagerie médicale et traitement d'imagerie médicale. Mais on accompagne aussi des centres hospitaliers sur l'hébergement, l'externalisation de leur système d'information, sur des démarches autour du portail Ville-Hôpital. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas éditeur, on est intégrateur et on est hébergeur. On branche on branche les différents flux entre eux. On héberge le tout dans une démarche respectant le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information, l'hébergement certifié de données de santé. Et on se préoccupera plutôt de la couche supérieure, qui est le dernier kilomètre, qui est l'interaction entre le client, qui soit patient ou professionnel de santé, et
et la structure. Et on aura l'occasion d'expliquer ça un peu plus précisément dans le contexte du centre Oscar Lambré. On travaille de plus en plus maintenant avec des opérateurs de dispositifs médicaux, puisque il est hyper important aussi dans les dispositifs médicaux de s'assurer qu'on respecte de bout en bout la sécurité des systèmes d'information et l'interopérabilité des systèmes d'information, tout en se préoccupant encore plus de l'aspect expérience utilisateur, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un dispositif médical pour qu'il soit consommé. Et donc, on travaille de plus en plus spécifiquement sur cette thématique dans le monde de la santé. Nos références santé déclinées de façon un peu plus graphique, ils sont pas tous là, hein, ils sont pas tous là, mais l'importance, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est présent sur la partie éditeur et sur la partie consommateur des solutions, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des établissements, que ce soit des patients. Et à ce titre, on a vraiment développé une expérience significative sur tous ces domaines d'expérience. Alors, contexte et enjeux du centre Oscar Lambré. Le centre Oscar Lambré a développé une application qui s'appelle SICOL, développée très tôt, en 2011, qui permettait justement d'organiser la prise en charge des patients admis en hôpital de jour. C'est une application qui a été construite à l'époque en Delphi et qui avait pour objectif de remonter les informations des différents logiciels de production, que ce soit le DPI, que ce soit la radiologie, que ce soit la pharma, pour organiser le parcours dans la journée du patient, de façon à être le plus efficace possible. Et lorsque le patient se déplace, qu'il y ait l'équipe qui soit au fait de tout son parcours à l'intérieur de l'hôpital. Là, pour le coup, c'est un parcours intra-hospitalier, à la différence des parcours dont on entend souvent parler, qui sont des parcours ville-hôpital ou des parcours en mode ambulatoire. Et ce SICOL, son objectif principal, c'était au départ de permettre d'avoir des vues des différents outils pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. Avec le temps, cette application, on lui a rajouté des fonctionnalités comme les notifications, les alertes, les informations, la possibilité de saisir des rendez-vous. Et pour le coup, c'est devenu, à travers le temps, quelque chose qui est devenu assez complexe à utiliser, souvent instable, et pour le coup, générer de plus en plus d'insatisfaction utilisateur. Sachant qu'en plus, cet outil-là devait répondre, puisque c'était un outil assez transversal, à des enjeux autour de l'ouverture du système d'information du centre Oscar Lambré vers son écosystème, que ce soit la ville ou la région. Donc, un outil qui s'est développé avec de bonnes intentions au départ, qui était simple, et qui, progressivement dans le temps, de plus en plus de gens l'ont utilisé, de plus en plus de profils l'ont utilisé, ce qui fait que les besoins et les demandes s'accumulaient, et finalement, on a commencé à empiler des fonctionnalités et des fonctions qui ont rendu l'outil de plus en plus instable et de plus en plus insatisfaisant pour les utilisateurs. Sans compter la complexité de maintenir un outil qui est vraiment devenu un outil quotidien pour la plupart des professionnels de santé, médicaux et non médicaux du centre Oscar Lambré. Donc, ce qui nous a été demandé dans le cadre de la mission qu'on fait toujours actuellement, c'est d'analyser d'abord le retour d'expérience d'usage actuel du SICOL à travers les méthodologies dont Denis va vous parler dans quelques minutes. Mais l'idée, c'est de se dire, faisons bien la différence entre les avis et les besoins. Comment est-ce qu'on peut adresser un besoin qui, derrière, est exprimé à travers oui, j'aimerais que ça aille plus vite, oui, j'aimerais que ce soit que ce genre d'information apparaisse à tel moment lorsque j'en ai besoin. Et là, ça devient vraiment un métier assez compliqué parce qu'il doit être porté par une méthodologie qui, justement, permet de faire, de prioriser, de regarder ce qu'est la vie, ce qu'est le besoin et comment est-ce qu'on peut l'adresser. Et donc, d'objectiver l'expérience globale des besoins attendus par les utilisateurs. Et au final, comment matérialiser ces besoins à travers des interfaces digitales de gestion de parcours patient entre professionnels de santé
en interaction finalement avec l'outillage existant, donc le système d'information hospitalier du Centre Oscar Lambré. On peut prendre des besoins et puis finalement se dire, quand on va les décliner d'un point de vue digital, ça va être très complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a des connecteurs à mettre en place, parce que le DPI, en l'occurrence, ne permet pas d'extraire ce genre d'informations. Donc, il y a toute une ingénierie à construire pour finalement essayer de respecter le besoin tout en tenant compte de l'écosystème. Et pour le coup, lorsqu'on a réussi à matérialiser les interfaces utilisateurs, donc qui ont une vraie chance d'être implémentées dans le contexte complexe qu'est l'hôpital, de les imaginer ensuite consommer à travers différents supports. Et il n'y a pas d'intérêt majeur à mettre du push de notification sur un environnement desktop, sachant que les professionnels de santé sont souvent en mobilité à l'intérieur de l'établissement et ça peut être intéressant d'adapter des services aux médias sur lesquels ils ont le plus de chances d'être consommés. Et, au final, comment est-ce que finalement cette création de valeur de parcours à l'intérieur de l'hôpital, à travers l'outil SICOL, peut être partagée dans un contexte régional ou national? Parce que ça peut être intéressant de se dire que tel parcours a été réalisé avec tel type de professionnel de santé pour obtenir tel résultat et que ce parcours-là qui finalement n'est prêt à son exhaustivité qu'à travers le cycle. On t'entend plus, Driss. Je vais reprendre la main en attendant Driss. Driss? Est-ce que vous m'entendez, Eugénie? Oui. Moi, je vais reprendre la main en attendant et je vais peut-être passer à la suite en tant que Driss se reconnecte. Pensez en termes de service. Penser en termes de service plutôt que de produits. Ça va être vraiment le sujet de notre réflexion qu'on a eue autour de la méthode. Normalement, on utilise une méthode de design thinking qui est plutôt orientée produit, c'est-à-dire comment on construit un produit pour l'utilisateur. Là, on a une réflexion service parce qu'en fait, il n'y a pas un utilisateur. L'utilisateur final chez Oscar Lambré, c'est le patient, mais là, les utilisateurs c'est finalement des gens qui vont utiliser le service de l'outil, qui sont les chirurgiens, les radiothérapeutes, les assistantes médicales, toutes ces personnes-là. Le premier gros changement, en fait, c'est avant les interviews. Ici, pour interviewer 23 personnes, on a travaillé différemment d'habitude. D'habitude, on a ce qu'on appelle un product owner, une personne avec qui on se connecte chez le client, là, Oscar Lambray, et qui nous trouve les personnes qu'on doit interviewer, qui préparent le planning. Ici, en fait, dès le départ, on a fait un kick-off avec les ambassadeurs. C'est vraiment des gens qui rassemblent et qui sont appréciés autour de leur métier. Donc, il y avait un ambassadeur radiothérapeute, un oncologue qui était aussi responsable de toute la partie jour, hôpital de jour. On avait une personne qui était côté anesthésiste, un chirurgien, un généraliste et quelqu'un qui était représentant pour les assistantes médicales. Donc, tous ces ambassadeurs nous ont énormément aidés pour deux raisons. Un, parce qu'ils étaient référents métier. Donc, c'était des gens qui connaissaient leur métier à un moment donné quand on devait poser une question pour finalement ajuster le tir et être certain quand il y avait deux pistes qui étaient possibles. Il fallait qu'on ait quelqu'un qui soit référent métier. Par exemple, un radiothérapeute qui nous dise oui, finalement, la plupart du temps, on prend plutôt le chemin A que le chemin B. Et le deuxième sujet, c'était vraiment ce côté ambassadeur, des personnes qui puissent rassembler. Pourquoi rassembler? Parce que quand, par exemple, on passe une demi-journée à l'hôpital de jour, on nous réserve une salle, c'est notre ambassadeur oncologue qui va s'assurer que des gens viennent nous voir dès que c'est possible, s'assurer qu'ils comprennent l'intérêt qu'on soit là et qu'on soit là pour travailler avec eux et du coup que le temps qu'on va passer à les interviewer a du sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui change, c'est que souvent, quand on travaille par exemple avec le e-commerce, on va partir sur des choses comme des personas qui ont du sens. On va cartographier nos utilisateurs en disant voilà,
on a un premier cluster client qui correspond à celui-là. Et, donc, on va donner une picture plutôt marketing à ce persona. Ici, on est parti sur des cartes d'empathie. Il est hors de question de représenter un radiothérapeute en persona avec une photo et quelque chose d'un peu marketé. Là, surtout quand on devait le présenter aux personnes mêmes qui ont le métier, mais plutôt essayer de voir quand on a interviewé les radiothérapeutes ici, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Ils consultent tout de suite le planning de leur journée, ils localisent les patients, ils ont une fiche patient avec la préparation des consultations. Quelles sont leurs difficultés? Ils ont un outil qui peut planter régulièrement, qui peut être ajusté. Ils ont des documents qu'ils recherchent, mais parfois qui ne sont pas vus ou avec des accès qui leur semblent compliqués. Ils ont un besoin de banette par rapport à la notification de tous les documents entrants qui correspondent aux patients et à leur métier. Ils ont aussi des besoins, une page de garde avec des informations importantes, mais quelles infos? Ça, c'est des choses qu'on aura plus tard. Cette idée finalement d'accès direct à l'information qui les intéresse, qui va revenir tout au long du chemin. C'est j'ai besoin de très très rapidement accéder à ce dont j'ai besoin, en sachant qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et ce qu'ils souhaiteraient, la petite cerise sur le gâteau, là, par exemple sur la mobilité, le fait de pouvoir consulter une fiche patient quand ils sont en astreinte, mais aussi quand ils sont en RCP dans un autre établissement et qui sont en train de juger du dossier d'un patient avec leurs collègues. Bah, ils aimeraient bien pouvoir accéder quand même à ce dossier-là complet et vérifier 2-3 points lors d'une discussion. Tous ces sujets-là, finalement, qu'on a retiré des interviews, on va le représenter aux ambassadeurs qui sont donc aussi référents métier et on va leur demander, voilà, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que ça a du sens? N'oublions pas que c'est un métier qu'on ne pratique pas nous, donc on doit vraiment vérifier avec des gens qui sont dans le métier et être certain qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas mal compris. Les mots ont une importance et souvent, quand on est sur des métiers différents, on peut mal comprendre certains mots. Donc là, c'est vraiment important pour nous. Ça nous permet vraiment de qualifier de plus en plus le sujet. Le grand différence aussi par rapport à du design thinking, des exemples pour les questions, on reviendra à la fin sur toutes les questions, si ça vous gêne pas. Mais on prend note. Si je continue, la grosse différence aussi, comme je le disais, c'est qu'on est en design de service, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui interviennent. Donc, on va avoir le besoin de bien comprendre les interactions qu'un radiothérapeute avec une assistante médicale, avec une infirmière libérale, avec un patient. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe finalement quand le patient appelle l'assistante médicale, qui appelle le radiothérapeute, finalement tous ces points qui existent aujourd'hui, qui sont des emails, du téléphone, du courrier, du post-it, puisqu'il y a une fonction post-it sur l'outil en question, et tous les besoins qu'on peut retrouver aussi. Donc là, c'est les petits cœurs, les petites choses que les radiothérapeutes nous disent, tiens, j'aimerais améliorer ça. Ça, pareil, c'est un vrai atelier, c'est-à-dire qu'on est avec l'utilisateur et on va finalement dessiner le plan qui sera beaucoup plus crayonné que ça. Mais on va le dessiner ensemble avec eux, avec l'utilisation de post-it, pour essayer vraiment de comprendre tous les métiers. Donc, on a fait bien entendu le cercle du radiothérapeute, on a fait le cercle de l'oncologue, on a fait le cercle de l'anesthésiste, on a fait le cercle de chaque utilisateur potentiel. Une fois qu'on a fini de qualifier tout ça, on va quand même quantifier ce qu'on a qualifié. On va essayer vraiment de nous assurer que ce qu'on a compris est valable pour tous, ou en tout cas pour une grande partie des métiers, des utilisateurs, par exemple, que vraiment c'est bien l'avis de tous les chirurgiens ou que d'une partie des chirurgiens. Et là, on va pouvoir faire un sondage auprès de tous les métiers santé du SICOL. Là, c'est environ 200 personnes. On va envoyer son sondage à 200 personnes et on va leur poser des questions, comme par exemple de quelles entrées ils se servent quand ils entrent sur le SICOL dans les entrées de navigation principales. Est-ce qu'ils utilisent le rendez-vous? Est-ce qu'ils utilisent l'hospitalisation, le dicteur, différents outils qui sont à disposition? Qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Ça nous assure, une fois de plus, qu'on a bien compris. On va donc qualifier, puis quantifier, qualifier, quantifier. On ira jusqu'à 2 sondages sur ce sujet-là pour nous assurer que tout est clair et précis.
On s'est rendu compte au fil de l'eau qu'il fallait faire très attention à notre langage. On a un langage très UX, très digital. Ils ont un langage très métier. Donc on a aussi appris à mieux communiquer. Et il y a eu je pense que ces deux échanges quantique-Ali avec les deux sondages étaient essentiels. Dans tous les cas, on aurait dû les faire, mais ça nous a aussi permis d'ajuster cette compréhension de leur métier et d'avoir un langage commun. Donc, si jamais je devais revenir sur ce sujet-là, peut-être que dans un premier temps, je m'assurerais de définir certains éléments avec eux pour être certain qu'on a exactement les mêmes mots. Ensuite, ensuite, on a adapté notre méthode au contexte organisationnel. Ici, il y avait un vrai sujet. Donc, comme je le disais, l'écosystème humain était complexe puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais il y a aussi la DSI. Normalement, quand on travaille sur un cadrage, on travaille pratiquement en dehors de la DSI. On a un peu un product owner qui est là, mais sinon, on travaille de notre côté d'une manière assez libre, assez indépendante. Ici, on s'est vite rendu compte et on se rend compte de plus en plus qu'on a besoin vraiment de partager énormément avec les développeurs qui travaillent, qui ont travaillé le logiciel. Brice, peut-être que tu veux. Oui, dans la pratique, en fait, la DSI dans les hôpitaux, mais dans la santé en général, est souvent le réceptacle de tous les besoins qui sont exprimés par les personnes de l'hôpital. Là où, par exemple, dans le retail, on est plutôt sur des équipes de communication et de marketing et de stratégie qui sont le réceptacle des besoins métiers. Dans l'hôpital, c'est plutôt la DSI, puisque typiquement, il y a pas ce genre d'organisation dans la santé. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux enjeux avec la DSI, c'est qu'elle est souvent le réceptacle des besoins métiers, ne serait-ce qu'au moment du paramétrage des outils comme le DPI, comme la pharmacie, comme les labos, etc. Mais qu'en deux, l'écosystème relativement complexe et très normé qu'il y a dans l'hôpital doit nous faire prendre conscience dès le départ dans notre réflexion qu'on ne pourra pas tout faire ou que si on fait les choses, il faut absolument tenir compte dès le départ de l'écosystème. Là où dans le retail, on est plutôt à construire quelque chose et ensuite le plaquer, on va dire, avec les bons connecteurs sur l'environnement retail. Dans la santé, on a beaucoup plus de contraintes et c'est pour ça que plutôt que de découvrir les contraintes en bout de course et finalement proposer des interfaces aux utilisateurs qui demain ne seront pas possibles, enfin, qui ne sera pas possible d'implémenter, dans notre geste dans la santé, on applique très tôt la DSI. Et c'est souvent aussi là qu'on récupère beaucoup d'informations qualitatives qui, quelque part, renforcent la première partie du travail qu'on a fait, qui nous a permis aussi d'identifier que certains besoins, finalement, sont le fait de une ou deux personnes bien spécifiques qui, à terme, de toute façon, ne s'impliqueront pas beaucoup plus dans la construction de l'application. Et ce genre d'informations, c'est il y a beaucoup de non-dits finalement qui atterrissent à la DSI et nous, on en a besoin justement demain pour pouvoir proposer les solutions les plus pertinentes et ne pas forcément passer énormément de temps sur des thématiques qui ne sont finalement le fait que d'une ou deux personnes au sein de l'hôpital. C'est vraiment bien différencier le quali et le quanti. Et, et bien sûr, le patrimoine de l'hôpital étant ce qu'il est, donc on a souvent plus de 200 logiciels qui sont au sein des systèmes d'information hospitaliers et qu'il y a un vrai enjeu aussi à pouvoir récupérer la bonne information au bon format pour pouvoir non seulement la remonter au sein du système d'information SQL tel qu'on est en train de le construire, mais aussi pour pouvoir redescendre les informations produites au sein du SQL au bon endroit dans le système d'information hospitalier. Et ça, c'est vraiment un travail à part entière qui nous oblige quelque part à tenir compte, typiquement, sur le SQL. On voit sur ce schéma qu'il est interfacé avec énormément de logiciels, que ce soit la prescription, la bureautique, la gestion des blocs, la gestion des anesthésies, tout ce qui est Anapat, PAX, etc. Donc,
le côté stratégique finalement de cette couche de parcours rend enfin, rend encore plus stratégique la capacité à partager ce qui a été produit au sein du SICOL pour alimenter les bons outils au bon moment. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus complexe de faire un parcours au sein de l'hôpital que de faire finalement un parcours ville-hôpital où on va dire que les interactions entre le patient en ambulatoire et l'hôpital sont beaucoup moins riches quelque part, puisque finalement les points d'entrée vers l'hôpital sont toujours un peu les mêmes qu'un parcours au sein de l'hôpital. Et quand on parle de ça, on parle aussi de, typiquement, on avait une question sur les dispositifs médicaux. Un dispositif médical, qu'il soit consommé à l'intérieur de l'hôpital ou en ambulatoire, il va falloir se poser les bonnes questions pour savoir quels sont les items qu'il va aller mettre à jour au sein du système d'information hospitalier et avec le bon niveau de confiance. On ne pourra pas forcément mettre sur le même plan un dispositif médical, une balance connectée par exemple, à domicile en chirurgie bariatrique, comme on peut le voir sur l'IHU de Strasbourg, exactement au même niveau que une information sur un poids pris par un professionnel de santé au sein de l'hôpital. Et donc, il va falloir alimenter aussi les bons canaux et y mettre le bon niveau de confiance. Donc, c'est tous ces éléments-là sur une donnée qui est assez simple, qui est le poids, qu'il va falloir qualifier parce qu'à un moment donné, derrière, il y a des gestes médicaux et ces gestes médicaux sont construits en partie sur finalement la fiabilité et la qualité des informations qui sont produites par le système qu'on développe. Et typiquement, c'est ce genre de remarques et d'informations qu'on partage avec les startups qu'on accompagne, avec les éditeurs avec lesquels on travaille. Et c'est typiquement souvent ce genre de freins qui sont non dits par la DSI qui font qu'un projet peut bloquer et qui finalement est renvoyé à une décision de la CME où finalement les médecins, quelque part entre les médecins et l'informatique, il y a un petit peu un dialogue de sourds en disant, ben, médecin, comment est-ce que vous pouvez me fiabiliser l'information qui vient de ce dispositif médical et inversement. Donc voilà, c'est l'écosystème qu'il faut prendre en compte lorsqu'on construit ce genre d'application. Quand on a commencé le projet, on a bien entendu commencé par un audit ergonomique avant même les interviews et on s'est rendu compte de deux points sur lesquels on a dû partager en pédagogie. On a expliqué ce qu'étaient les critères ergonomiques de Scapin. On a fait tout un travail aussi sur les lois, sur les grandes lois. On a essayé vraiment d'expliquer au fur et à mesure vers où on tendait à aller. Et le premier sujet, c'était vraiment la compréhension directe. Fallait donner aux professionnels de la santé un espace de travail ergonomique avec un tableau de bord simple et complet, une vision 360 du patient. Dont les parcours qui sont en train d'être mis en place. Là, je ne parle pas des parcours UX, mais je parle bien des parcours patients. Et tout ça autour d'une loi qui est finalement assez simple, c'est la loi de Miller qui dit que quand on a trop de notions au même endroit, ça peut être compliqué. Là, ce qui est intéressant sur une ergonomie et une interface de santé, c'est qu'on a les deux niveaux. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent voir très très large et pouvoir s'enfoncer très profond dans l'information. Donc, on a vraiment une complexité à ce niveau-là. On a tout un travail à faire pour s'assurer de pouvoir passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'une vue globale à une vue spécialisée. On a réfléchi donc à pas mal de choses autour de ça. Il y avait ici, vous pouvez voir un peu la complexité du nombre d'éléments qui peut apparaître, des documents qui peuvent être juste triés par date et par genre, avec finalement très peu de recherche, très peu de filtres, très peu de tri, et beaucoup de boutons qui ne sont pas forcément compris, qui apparaissent à différents endroits, on ne sait pas pourquoi, des éléments qui sont par exemple des alertes qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qu'on va vous dire que le patient n'a pas de BMR, ce qui a aucun intérêt. C'est intéressant de savoir qu'il est potentiellement, qu'il a une BMR, mais c'est pas intéressant de savoir qu'il n'en a pas. C'est-à-dire que c'est quelque part une non-information qui est pourtant affichée. Toutes ces choses-là qui peuvent devenir compliquées. Et le deuxième grand principe sur lequel on a voulu remonter, c'était la communication intuitive. Il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments qui avaient été repensés ou qui avaient été effectivement pensés, qui avaient été au fil de l'eau
améliorer serait pas le terme, sur lequel on avait rajouté, étendu, sur lequel on avait rajouté des couches, par exemple le fameux post-it dont on parlait tout à l'heure ici, qui finalement était un post-it qui servait la notification, qui servait aussi à vous dire que quelqu'un vous avait envoyé un message. C'était aussi un post-it, c'est-à-dire un aide-mémoire. C'était une liste de courses et c'était aussi une information qu'un document est arrivé dans votre bannette, par exemple pour voir les résultats d'un patient par rapport à une analyse. Donc, ça devenait un élément très, très étendu. Et trop étendu, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une petite information, une petite notification qui vous dit, vous savez pas de quoi il s'agit, vous savez pas si c'est une alerte, si c'est une priorité, si c'est une urgence. Et finalement, là, il y avait cette idée de revenir à des conventions. Là, on reprenait la loi des habitudes de Jacob. Finalement, un post-it, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une alerte? Qu'est-ce que c'est qu'une façon de communiquer? Quelle est la différence entre une notification et une alerte? Important. Quelles sont toutes ces différences qui sont déjà utilisées ailleurs et comment on fait pour remettre ce sens-là au sujet? Donner la bonne information avec la bonne qualification à travers le canal de communication le mieux adapté au contexte d'usage. C'est là, en fait, quand je parlais de largeur et en même temps de rentrer en profondeur, qu'on va avoir encore des complexités puisqu'on est encore sur le sujet, c'est qu'au final, on doit montrer tout de suite une vue patient 360 qui parle à tous les métiers et en même temps, on doit s'adapter aux métiers. Ici, on a fait vraiment un travail pour ça, c'est-à-dire qu'on a fait un tri de cartes via des outils digitaux, puisque là, c'était l'époque où on ne pouvait plus rentrer pour travailler chez Oscar Lambré, puisque confinement oblige. Et on a vraiment fait un tri de cartes avec chaque métier à nouveau, donc à nouveau l'intérêt des ambassadeurs qui sont référents de leur métier, pour nous assurer de comprendre ce qui était de l'ordre du commun, ce qui était de l'ordre du spécifique et ce qui était de l'ordre de l'obligatoire d'un point de vue utilité Oscar Lambré. Par exemple, le fait d'envoyer le questionnaire au patient pour savoir si il veut bien faire partie d'une étude clinique. On n'a pas forcément le temps de le faire. Pourtant, ça a un intérêt pour Oscar Lambré. Ça n'a pas un intérêt forcément pour un métier en particulier. Là, du coup, où on en est aujourd'hui, on est en train de commencer à visualiser tous les éléments. Donc là, on a eu la chance de pouvoir faire notre premier design studio en présentiel avec la DSI. On a pris tout ce qui existait, tout ce qu'on a fait auparavant, et on a commencé à essayer de leur proposer 3 interfaces différentes qu'on est venu retravailler ensemble dans un premier temps. Et là, le but, c'est après de les retravailler encore, de les refiltrer avec les ambassadeurs pour au final les tester auprès des différents utilisateurs. Donc, on est à la première étape, c'est vraiment du wireframe. On avait prévu toute une série d'éléments. Cette navigation, par exemple, existait sans titre et ça nous permettait de pouvoir l'ajuster aux besoins. Ce type d'éléments aussi, on avait préparé un certain nombre d'éléments qu'on pouvait ajuster en direct et retravailler avec la DSI en direct. On a retravaillé donc différentes parties, on a réfléchi à des éléments. La première difficulté, c'est que le médecin a besoin de voir potentiellement 2 documents en même temps pour pouvoir comparer. Donc, j'ai besoin d'un espace assez important ici. J'ai besoin aussi d'une recherche qui est améliorée et j'ai besoin de voir quand j'arrive comment dire ça, le hub patient, c'est-à-dire le minimum qu'il est, quel âge il a, de quoi il a atteint, et tout ce qui peut être lié à son sujet, dont la partie communication. Donc, on a réfléchi à comment on pouvait rassembler les éléments et on a travaillé de différentes manières. Là, c'est le même sujet qui n'est pas étendu. C'est une façon assez rapide de pouvoir doubler le document quand on a besoin de voir 2 documents et comparer 2 documents sur un sujet. Et on a réfléchi à d'autres manières de travailler. Tiens, on nous avait parlé d'une timeline qui était importante et qui est liée souvent au parcours patient. Je parle bien du parcours patient, celui qui est établi par rapport à ce dont il est atteint précisément. Et donc là, c'est différentes versions qu'on a commencé à travailler et qu'on a amélioré avec la DSI. Et là, le prochain atelier, finalement, c'est voir avec les ambassadeurs, ou en tout cas les ambassadeurs resserrés. Là, on va vraiment parler avec 3 référents qui sont des ambassadeurs et en plus des gens qui sont qui sont des influenceurs et qui sont plutôt digital natives et qui vont nous aider sur ces sujets-là.
Bon, je précise quand même qu'il n'y avait pas de couleur parce que c'est des wireframes. Donc, l'étape d'après, lorsqu'on a validé les différentes maquettes, c'est d'y appliquer la charte Oscar Lambret. Et là, pour le coup, on peut arriver à quelque chose qui sera super sympa à consommer. Les éléments de différenciation, par exemple, dans les messages, on les retrouve en haut à droite entre, c'est une notification d'un document qui vient d'arriver, c'est un courrier, c'est une information de courrier en attente, c'est une alerte. Donc, à chaque fois, ce sont des détails, mais ce sont des détails qui font toute la différence parce que dans les 3 premières secondes, le professionnel de santé comprend finalement la nature des informations qui sont présentes sur l'écran. Ça, c'est souvent ce que je dis à Denis, mais je dis, mais faut le dire, parce que finalement, c'est un vrai travail entre un truc un peu informe avec une masse de texte dont on sait finalement pas séparer très facilement la nature. On réussit finalement à produire des choses qui sont assez simples et qui sont facilement compréhensibles. Compréhensibles. On arrive donc à la phase de questions. Sur Il la nous reste à première peu près. Il y avait une première Vas-y. question qui était celle d'Apolline Rouzet sur des exemples de questions que vous avez posées pendant les interviews. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé d'une manière assez classique avec l'autre UX chercheuse. On a fait ensemble, une fois qu'on avait fait l'audit et qu'on avait déjà posé des questions aux ambassadeurs, on a fait un QQ au QCP, qui, quoi, où, etc. Et on a séparé les questions en grands thèmes. Il y avait toutes les questions qui étaient autour des rites et rythmes. Combien de fois vous l'utilisez, qu'est-ce que vous utilisez, vraiment sur le rythme de la personne. Et ensuite, on a vraiment séparé les questions autour vraiment de l'utilisation de l'outil, c'est-à-dire que l'outil était présent, on était dans un bureau où on pouvait voir l'outil, et on leur a posé des questions autour de ce qu'ils utilisaient, puis avec qui ils communiquaient et de quelle manière. Donc, on a vraiment séparé la partie communication, la partie dossier 360, comment je le regarde et comment je le consomme, comment je consomme les rendez-vous, et la partie rythme, finalement, comment au fil de la journée, j'utilise l'outil. Est-ce que c'est d'une manière différente? Et c'était assez intéressant parce que finalement, on s'est vraiment rendu compte que Oscar Lambret avait fait un outil qui était aujourd'hui, malgré tout, essentiel, même s'il était améliorable, qui était essentiel et qui était vraiment utilisé énormément, quoi, qui fait partie du quotidien des gens du métier. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Apolline? Et à l'origine, oui, l'interface a été faite uniquement par les devs. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui arrive fréquemment, c'est qu'elle a été faite par différents devs, donc en différentes logiques. Donc ça voulait dire que parfois un bouton pouvait apparaître à droite, puis apparaître à gauche. Il y a un dev qui n'utilisait pas le vert et le rouge, et quand on lui a demandé pourquoi, on a découvert qu'il y avait des chirurgiens qui étaient daltoniens. Et cette info n'avait pas été passée aux autres. Donc sur un projet particulier, il y avait des différences. Donc oui, c'était uniquement fait par des devs avec toutes leurs connaissances et capacités. Donc l'intérêt, c'est qu'ils répondaient vraiment aux besoins à chaque fois qu'un besoin était demandé. Ils répondaient au mieux par rapport aux besoins. Sauf que on sait bien que le besoin d'une personne peut desservir un groupe. La question suivante, c'est qui sont les interlocuteurs en santé qui peuvent être à l'initiative de ce type de projet, Driss? Bah, typiquement, enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Souvent, enfin, en tout cas dans les hôpitaux, ce sont les DSI qui sont à l'initiative de ce genre de projet parce qu'elles se rendent bien compte que, à un moment donné, quand on accumule des expressions de besoin, ces expressions de besoin sont pas forcément euh, comment dire, compatible avec, ben tiens, ce besoin-là génère un appel d'offres pour telle solution. Et ensuite se posera la question de dérouler tout l'appel d'offres et ensuite de brancher les choses. Et au final, on se retrouve avec une accumulation d'outils qui ont leur cohérence par rapport à un besoin tel qu'il est exprimé, mais pour le coup rendent l'usage global de la solution extrêmement complexe. Et au final, quand on leur pose la question, mais finalement, pourquoi vous avez pris cet outil-là? On se rend compte que c'est pour un besoin. Et cet outil-là, c'est pour un autre besoin. Ensuite se pose la question de l'interopérabilité des informations. Et à un moment donné, le rejet, il se fait par les professionnels de santé.
Et la DSI dit, bah, moi, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Et quand on pose la question aux utilisateurs, ils se disent, oui, mais moi, pour faire ce que j'ai demandé, j'ai besoin d'utiliser 4 outils différents. Donc, à un moment donné, il faut une certaine maturité de la DSI pour se dire, bon, grosse maille, mes outils de prod sont mes outils de prod, c'est du legacy, j'y toucherai pas. Par contre, je perçois qu'à l'intérieur de l'établissement, il y a toute une chaîne de professionnels de santé qui ont finalement besoin d'un certain nombre d'informations limitées pour pouvoir comprendre à quel endroit ils sont sur la chaîne de parcours et comment est-ce qu'ils passent le plat entre je récupère de l'information, je fais une action et je transmets l'information comme quoi l'action a été faite. Et, euh, et je dois avouer qu'il y a finalement très peu de DSI qui prennent l'initiative de se dire, maintenant, je vais arrêter de prendre 3, 4 outils, je vais plutôt en prendre un qui va être au-dessus et qui va aller récupérer de l'information qui est produite par du legacy pour pouvoir amener un peu de cohérence. Donc, il faut de la DSI, on va dire, qui est capable d'aller au-delà de simplement de j'achète des outils et je les intègre dans mon système d'information hospitalier, et une CME qui se dit, ben moi, j'identifie qu'on a ce genre d'usage et ce genre de parcours à l'intérieur de l'hôpital et que les outils existants ne répondent pas à cette logique de parcours, mais simplement de production d'informations. Et la notion de coopération à l'intérieur de l'hôpital, elle ne peut se faire qu'avec un outil tiers. Ça tombe bien, ça fait une bonne transition avec la question suivante de Marine Savelian. Comment gérer la question de l'interopérabilité avec des outils plateformes déjà utilisés par l'hôpital? Tu avais commencé à en parler justement. Ouais, alors, ça tombe bien, à l'intérieur de l'hôpital, tout est normé. Donc, si on sait parler HL7, si on sait parler euh, avec les différents profils IHU existants au sein de l'hôpital, finalement, ce qu'on fait peut largement être comment dire, interfacé. Alors, dans le cadre du SICOL, dans le système d'information Scalambré, l'application qui a été développée, en fait, elle a ses propres connecteurs qui vont vers les différents outils de l'hôpital. Donc, nous, finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est redévelopper l'interface Delphi et s'appuyer sur les connecteurs existants. Après, en fonction du contexte de l'hôpital, on est souvent dans l'hôpital. L'hôpital interagit, enfin, fait interagir ces différents outils à travers un EAI. Ça peut être du ensemble d'intersystèmes, du Xperis, du groupe NES. Dans tous les cas, il faut simplement, en termes d'interopérabilité, se brancher finalement à l'EAI existant. Si il y a besoin de récupérer de l'information ou d'en échanger avec les différents systèmes d'information de l'hôpital. Donc, il y a pas de difficulté technique à pouvoir brancher ce genre d'outils à l'intérieur de l'hôpital. Il faut simplement, et ça c'est le travail qu'on fait, bien qualifier l'information, la source d'information et vers où elle doit repartir. Mais Là, c'est une là où problématique technique. Là, c'est important là, on l'a pas dit sur ce sujet-là, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui en UX/UI, on le fait en lien avec un archi app qui lui nous dit ce qui se passe et ce qu'on peut faire aussi. Il est hors de question qu'on travaille sur des beaux dessins ou des belles wireframes ou des belles maquettes qui soient pas faisables. Il n'y a aucun intérêt à ne pas faire du faisable aujourd'hui. Donc, bien entendu, tout le travail qu'on fait derrière et parallèlement, il y a un travail d'archi qui est fait. Il y avait une question suivante qui est celle d'Apolline Rousset sur l'équipe aujourd'hui. Alors, bah, en fait, sur l'UXUI, effectivement, je suis présent sur la partie recherche. Il y a une autre designer UX qui est là pour la partie recherche. On a une UI qui est là, qui est importante, en sachant que chez nous, les UI sont à leur place, c'est-à-dire que c'est eux aussi qui font les audits ergonomiques et qui sont là conseil sur l'UI, c'est-à-dire qu'on n'a pas des maquetteurs, des gens qui maquettent, mais des UI qui ont de la valeur. L'intérêt pour nous, c'est que tout le monde ait de la valeur sur le sujet. On a les archis. On a bien entendu Idriss qui est là pour nous accompagner pour les incompréhensions, pour les problèmes qui peuvent avoir lieu, pour les alertes. Tiens, attention, vous n'arriverez jamais à avoir le même planning que sur du commerce. En 11 semaines, c'est impossible parce que les gens ne seront pas présents, etc. On a toutes ces personnes-là et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des synchros internes
parler que d'une seule voix, et aussi, bien entendu, de faire de préférence que les ambassadeurs, les PO, toutes ces personnes-là finalement fassent partie de la même équipe que nous et qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'une seule équipe. C'est là où ça commence à fonctionner. Et pour préciser, en fait, le rôle, c'est que la DSI, certes, elle est souvent à l'initiative, mais elle est à l'initiative souvent aussi parce que dans le projet médical partagé de l'hôpital ou du GHT, il y a des enjeux autour de la coordination et de l'échange. Donc, moi, j'interviens aussi pour faire le lien finalement dans ce qu'il y a, entre ce qu'il y a dans le projet médical partagé et finalement, comment est-ce qu'on va construire la nouvelle version d'un système d'information comme le SICOL, qui n'est pas simplement une modernisation des interfaces, mais l'idée, c'est aussi que ça puisse accompagner les enjeux de l'établissement, qu'il soit hospitalier, qu'il soit groupe de clinique ou qu'il soit groupe de matériels médicaux, comme on commence à le voir de plus en plus. Attention, il nous reste 5 minutes pour les 3 dernières questions. Je te lis la première, celle de Denis. Avez-vous bénéficié de formalisation type BPMN via la DSI pour l'existant? C'est quoi BPMN? C'est une bonne question. Là, comme je l'ai dit, on travaille avec Anarchie. C'est pas de mon côté. BPMN. BPMN, Denis? Business Process Modeling, c'est ça? Ouais, Business Process Model. Ah. En fait, on peut expliquer toute la méthodologie, mais dans la partie méthodologie, on a une récupération de toutes les informations possibles et imaginables de l'hôpital, que ce soit des verbatims, que ce soit du dossier d'architecture technique, que ce soit du modèle de base de données, que ce soit l'architecture applicative. Et donc, on a déjà toutes les informations, et si on les a pas, on va les chercher pour s'assurer du périmètre de la mission, d'à quel endroit on intervient dans le système d'information hospitalier, quels sont les flux en présence. Et ça, typiquement, c'est l'archi qui nous dit, bah, attention, là-dessus, il y a un double flux, il y a de l'information qui remonte, qui redescend. C'est du web service, c'est du transfert de messages par serveur FTP. Et donc, tous les enjeux techniques autour de la solution qu'on va implémenter dans le contexte du système d'information hospitalier sont traités en parallèle justement de la mission de recherche des besoins. Donc, Denis, pour répondre vraiment à votre question, on n'est pas sûr. C'est l'archi qui a fait ce travail-là. Faudrait voir avec lui, je pense. Si jamais vous avez encore la question, non, mais sur l'utilisation de cette norme-là, on ne sait pas. Après, c'est pas vraiment une norme, hein, c'est une méthodologie. Mais on n'a pas forcément ce genre de méthode dans l'hôpital. Ok, on passe à la question suivante. Il nous reste 3 minutes. Alors, cependant, les CCAS et les MSP sont également donneurs d'ordre pour les fonctions de type ubiquitaire et communicant, au même titre que les hôpitaux locaux. C'est plutôt une remarque, du coup. Ah, j'ai pas compris. C'est la remarque d'Emmanuel. Tu la vois? Attends, je sais pas, c'est pour en anglais. Alors, Emmanuel. Ah, Emmanuel Pavageau. Bonjour, Emmanuel. Cependant, les CCAS et les MSP sont également donneurs d'ordre pour les fonctions de type SI, ubiquitaire et communicant au même titre que les hôpitaux locaux. À part que, si je prends simplement l'exemple des MSP, en fait, si on parle des maisons de santé pluriprofessionnelles, elles sont plutôt dans un cadre un peu différent, c'est-à-dire qu'elles ont accès à du financement sous réserve que l'outil qu'ils utilisent respecte un formalisme qui est effectivement être communicant, interfacé avec le DMP, etc. Et on a, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'éditeurs qui doivent répondre à ce formalisme pour être agréés. Donc finalement, les MSP, pour pouvoir comment dire en fait, les MSP ont le choix dans une quinzaine d'éditeurs pour pouvoir être financés sur la partie système d'information. C'est génial, je propose. Pas de souci, Emmanuel, à ta disposition. Donc, on a une dernière question
Oui, il y a une question derrière. Belle analyse des besoins et approche des ambassadeurs métiers. Avez-vous engagé un objectif d'exhaustivité de présentation des données au sein des parcours? Alors, de quel parcours on parle? Est-ce qu'on parle des parcours UX ou des parcours patients? C'est Jérôme qui parle de ça. C'est euh, alors, en fait, la question qui se pose, si je comprends bien D'accord. ta remarque, Jérôme, c'est est-ce que vis-à-vis de VViewer, qui est une superbe solution et que j'aime beaucoup, les éléments qu'on fait sont antinomiques. J'aurais tendance à dire non. C'est-à-dire que VViewer va effectivement te donner l'exhaustivité des documents dans la chaîne de vie du parcours. Et par-dessus ça, effectivement, nous, si demain on avait un viewer, par exemple à Oscar Landré, nous, ça nous faciliterait les choses parce que finalement, on aurait une seule source d'information qui nous permettrait ensuite de présenter la couche front, la couche de consommation de l'information. Donc, j'espère que demain, il y aura du viewer partout parce que ça nous faciliterait le travail et qu'on n'aurait pas 50 000 connecteurs à aller consommer pour pouvoir finalement faire les wireframes qu'on vous propose. Donc moi, j'ai pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, nous, on est sur comment est-ce que le geste du moment, au moment où le professionnel de santé doit consommer de l'information, il puisse directement avoir l'information, faire son action et passer à l'information au professionnel de santé suivant, euh, de façon à vraiment fluidifier finalement, euh, éviter que le système d'information soit vraiment une pain, une souffrance pour les professionnels de santé parce que on a accumulé un maximum de fonctionnalités et de services et qu'à un moment donné, eux, quand ils doivent consommer de l'information, je ne parle pas de production de l'information, quand ils doivent consommer de l'information, bah, ils se retrouvent à devoir chercher au milieu de plein de choses finalement ou avoir plein d'informations qui leur servent à rien au moment de leur pratique et, euh, et le geste est vraiment pas le même, hein. Encore une fois. Du coup, ça fait 1 heure. Ce que je propose, bah, c'est qu'on s'arrête là sur ce sujet. Alors, on est vraiment prêt à discuter de tous ces sujets passionnants avec vous. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez envie d'en savoir plus ou d'aller plus loin. Les prochains webinars, le 19-11 à 11 heures, ce sera le DRAS, assurer la disponibilité de vos applications et de vos données en toutes circonstances. Et Alors le ensuite, Draft, hein, pour aller vite, c'est simplement un copier-coller de votre infrastructure qu'on met sur un cloud et ça vous permet demain, si votre infrastructure tombe, de la remonter en quelques minutes pendant le temps où vous avez besoin de remonter votre infrastructure en cours. C'est Disaster Recovery as a Service. Et un sujet aujourd'hui qui est très commerce, mais qui demain va devenir très très service, qui est le click and collect. Et donc là, c'est le 25-11 à 14 heures, bien entendu, vu le contexte, on se rend compte de l'importance. C'est aussi un vrai sujet qui devrait intéresser la santé pour demain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en click and collect qui pourraient s'ajuster à des problématiques santé. Voilà. On vous remercie beaucoup pour votre participation et votre présence et on espère vous retrouver très bientôt. Eugénie est à votre disposition si vous avez ses coordonnées pour toute question, pour toute remarque. Nous répondons même en dehors du webinaire. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.